bonsoir à tous. Je suis Laurent Nina Laventure, je suis psychologue psychothérapeute et j'organise aussi des événements sur des sujets qui me tiennent à cœur, tels que le marronnage avec l'association Nègre-Marron Art et Tradition. Et nous avons vraiment à cœur d'aider à comprendre l'impact et les conséquences de l'esclavage sur les populations noires. Parce qu'en effet, l'histoire se lit encore dans les mémoires, dans les relations, dans les consciences et surtout dans nos sociétés. Il y a à comprendre, à décortiquer les enjeux pour pouvoir nous enfin reprendre la maîtrise de cette histoire-là. Donc Nègre-Marron est une association qui, en premier lieu, est un consortium de professionnels des sciences humaines et sociales, de scientifiques, de chercheurs qui œuvrent chacun et bien dans leur domaine. Des personnes qui se prêtent au jeu, des conférences, nos migranages, c'est-à-dire le mariage entre différents points de vue pour construire une unité des savoirs et pouvoir diffuser et transmettre les savoirs qui tendent à décoloniser notre esprit, à nous amener à reconquérir nos identités, l'image de nous-mêmes, mais aussi aller jusqu'à, pourquoi pas, reconquérir ce qui se joue dans notre ADN, parce que le transgénérationnel est l'une des questions qui nous tient le plus à cœur et sur laquelle nous pointons du doigt, pointons toutes ces choses qui se jouent de nous en dehors de notre volonté et qui pourtant sont importantes à prendre en compte. Il est important de prendre conscience de cela pour devenir enfin maître de ce qui se joue pour nous, devenir un Nègre-Marron. Donc l'esprit marron, c'est vraiment une philosophie qu'on diffuse pour le quotidien, cette manière de toujours se questionner quel regard je porte sur moi. De qui vient ce regard-là? Est-ce que ce regard vient de moi? Est-ce qu'il est influencé par l'extérieur? Dois-je en apprendre plus pour être véritablement qui je suis, pour être et vivre dans la puissance de mes ancêtres? Donc c'est cela Nègre-Marron. Et au-delà de Nègre-Marron, c'est vraiment un réseau d'associations, de personnes que l'on essaye vraiment de tisser, des associations avec cet esprit-là. Donc on a commencé à connecter avec des personnes de Nantes, de Paris évidemment, de Martinique, du Brésil aussi, au Gabon aussi. Donc c'est vraiment un réseau de marronnage qu'on essaye de tisser pour diffuser ces informations-là et créer de plus en plus de choses qui permettent d'apporter ces savoirs au public. Mais je veux en profiter parce que oui. J'ai une psychologue face à moi. Comment toi, en tant que psychologue, par rapport à notre communauté, quelles sont les traces que tu vois justement par rapport à tes patients, on va dire afro-descendants? Comment on retrouve les traces de ce passé dans le psychique des gens, d'une certaine manière, si je peux parler comme ça? Bien sûr, oui, la psyché, tout à fait. Notre psyché est, qu'on le veuille ou non, marquée par des choses qui nous sont vraiment délétères, des choses qui sont mauvaises pour nous, et marquée aussi par des choses qui relèvent de ce qu'Immanuel disait tout à l'heure là, de cet élan de force et puis courage, la force et le courage qui a fait que nos ancêtres ont survécu aux pires sévices possibles. On voit les traces de ces sévices. Quand je dis sévices, je parle des violences de toutes sortes qui ont été faites de manière répétée, intense, quotidiennement. Et ces critères-là, donc l'intensité, le fait que ça soit quotidien et que ça soit varié, cela fait que cela s'est forcément inscrit dans l'ADN. Et dans l'épigénétique, dans le transgénérationnel, on retrouve ces marques-là de manière différente. Ce n'est pas linéaire, bien sûr. La transmission ne se fait pas de manière linéaire. Et on a des professionnels tels que des constellateurs systémiques familiaux, des psychologues, des professionnels qui sont à même de montrer, les biologistes aussi, ont prouvé qu'il y a bien un gène responsable de ce marquage qui montre comment le marquage se fait et on voit comment ça s'exprime. Il y a Dr. Joy DeGruy qui a fait un livre très intéressant à ce sujet sur le stress post-traumatique de l'esclave qui montre
les marques qu'on voit dans le social et aussi dans le personnel, par exemple les barrières à l'épanouissement, comment les personnes trouvent une manière de toujours se saboter pour empêcher leur épanouissement personnel. On voit aussi les marques dans la communication avec les partenaires, donc le couple aussi est marqué, la structure des familles aussi est marquée. On voit comment les familles se font et se défont sans vraiment réussir à se construire véritablement, même quand les personnes sont ensemble. On voit qu'il y a des difficultés à construire ensemble, voire même des séparations prématurées pour des problèmes qui auraient pu être dépassés si le transgénérationnel ne se jouait pas de nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut voir aussi cette trame de ces marques-là, tant au niveau des afro-descendants que des personnes qui ont été à l'origine, enfin les descendants des personnes qui ont été à l'origine de ces souffrances-là. Par exemple, dans la société, on voit que la discrimination et le racisme sont des filles des sévices qu'il y a eu pendant l'esclavage et la colonisation. Et la discrimination et le racisme, est dans toutes les couches de la société. On voit cela, au travail, où les personnes sont traitées différemment, où on exige d'elles qu'elles fassent beaucoup plus à salaire égal, à niveau d'études égal, voire même à niveau d'études supérieures. On suppose que ces personnes noires seront moins compétentes, qu'elles seront moins valables. On le voit aussi dans le rapport interpersonnel avec quand il n'y a pas le partage de la culture entre Noirs et les autres communautés, on voit qu'il y a des choses parfois du domaine du fétichisme, d'une appréciation surévaluée de la personne ou de quelque chose de très sexualisé. On pose l'être noir, le corps noir comme un corps à manipuler, un corps disponible pour tous ces vices, etc. Donc il y a pas mal en fait de représentations, de stéréotypes, de préjugés aussi autour de l'être africain, l'être noir, l'être afro-caribéen, qui sont des barrières entre les personnes d'autres communautés et les personnes afro-descendantes. Donc ces jeux des relations se retrouvent et sont très délétères parce que quand on demande à s'assimiler une certaine image, on peut sentir qu'il y a une menace du stéréotype. Par exemple, si quelqu'un a peur de passer pour le clown de service, la personne va faire énormément d'efforts, ça sera énormément d'énergie psychique qui sera mobilisée pour ne pas rentrer dans ce stéréotype-là. Ce qui est très fatigant, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail très épuisant à faire pour ne pas rentrer dans ce stéréotype, ce qui ne devrait pas être dans le milieu du travail. On devrait pouvoir aller au travail et juste faire ce qui est demandé sur sa fiche de poste. Mais non, les personnes afrodescendantes ont ce travail en plus à faire de combattre les stéréotypes, voire même des fois pour ceux qui n'arrivent pas, ceux ou celles qui n'arrivent pas à s'en défaire, vont épouser pleinement ce stéréotype et vont devenir des caricatures. Et ça aussi c'est délétère parce que ces personnes sont conscientes que ce n'est pas qui elles sont. Et quand on sait qu'on n'est pas soi-même, qu'on est une pâle copie de soi-même, on peut en oublier qui on est. Et cette difficulté à retrouver, à se reconnecter à soi est très délétère aussi pour la santé mentale. Parmi d'autres exemples. Alors en termes de changement, je t'avoue que je suis un peu jeune pour remarquer ces changements, mais c'est à travers les témoignages de personnes comme le MIR, les membres du MIR, Mouvement international pour les réparations, les témoignages et aussi les documentaires. Je vois qu'il y a eu des évolutions. Ces évolutions peuvent être bonnes tout comme mauvaises, tout dépend de comment on place le curseur et de ce qui nous tient à cœur. Parmi les choses qui me tiennent à cœur et dont on parle beaucoup à l'intérieur de l'association Nègres Marrons, c'est les réparations. Or, cette loi Taubira, quand elle est passée, il y a eu, des compromis.
Parmi ces compromis, il y a bien, la question des réparations qui est passée à la trappe. Et après, en plus, il y a eu des décrets pour la modifier, donc cette loi s'est un peu vidée de son contenu. Mais reconnaître déjà comme crime contre l'humanité, ben oui, certes, c'était un premier pas, mais il aurait fallu d'autres pas. Il aurait fallu qu'on puisse dire, très bien, cette loi est appliquée, mais que fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Parce que qui dit crime, dit punition, la plupart du temps. Pour tous les autres crimes reconnus en France, il y a après des punitions qui s'appliquent pour les bourreaux. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait de plus en plus de reconnaissances, de fêtes, disons, dédiées aux abolitions, comme s'il fallait qu'on puisse dire, ça y est, le crime a été reconnu. On va rester en bons termes, on va boire un verre de temps en temps, de préférence une fois par an, pas trop souvent, ne nous fréquentons pas trop. Non, ça n'a rien de réparation. Pour moi, c'est une manière d'apaiser les esprits, de dire ok, vous êtes tant battu pour ça, allons-y, on va quand même vous accorder certaines dates de célébration, on va même faire des mois dédiés aux Outre-mer, on a même fait une décennie dédiée au peuple afrodescendant, voilà, des choses finalement qui mettent en avant le fait que oui, il faut maintenant qu'on a eu cette jolie carotte, se taire et en rester là. Mais ça ne convient pas aux associations comme le MIR, le CNR, Nègre Marron et bien d'autres associations qui disent non, bien sûr, il y a eu un crime, il y a des séquelles, il y a des conséquences. Comment va-t-on réparer? Certains parlent de réparation pécuniaire, d'autres parlent du fait qu'il faudrait commencer par soi-même en fait, commencer par comprendre comment on peut réparer pour soi, par soi, comme les Nègres Marrons, ils n'ont pas attendu qu'il y ait abolition pour s'extraire du système et prendre soin d'eux, développer des stratégies en se mettant dans le haut des mondes pour pouvoir stratégiquement placés se défendre, développer leur culture, etc. Donc il y a des personnes pour qui les réparations passeraient avant tout par une démarche identitaire, une démarche de reconstruction pour soi, reprendre soin de sa famille, prendre soin de sa santé mentale. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse se centrer sur ça, sur ces manières de prendre soin de soi avant tout. Et on essaye de réparer aussi collectivement. Parce que certes, on fait ces réparations individuelles, mais que fait-on en fait pour nous de manière globale, de manière générale en tant que groupe, pour retrouver un discours favorable pour notre communauté, retrouver une unité, trouver des manières de construire, de conquérir une certaine économie, de se rendre compte aussi des enjeux qu'il y a. Pourquoi pas prendre soin de son alimentation à partir de ce qui est propre à nos propres corps, en fait, tout simplement. Donc, il faudrait penser tout ça. Comment réparer? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quelles sont toutes les conséquences et comment on fait pour réparer au niveau individuel et collectif. Et je pense que cette loi n'a pas répondu à ces questions-là, ne tend même pas à y répondre. Là, ce qui s'est passé grâce au Ghana au sein de l'ONU, c'est une reconnaissance mondiale, malgré les abstentionnistes et les détracteurs. Il y a eu cette reconnaissance mondiale qui dit, attention, il faut aussi des réparations. La France a fait partie des abstentionnistes. Chacun justifie ça comme il veut, j'ai mon propre point de vue. Voilà, mais je pense qu'il est temps de considérer ces deux lois. La loi Taubira, anciennement acceptée, disons, compromis français, et ce que l'ONU a permis de reconnaître au niveau mondial, c'est ce crime, plus la nécessité de réparation. Je pense qu'il faut qu'on puisse actualiser cette loi-là, lui donner la substance dont elle a besoin, dont on se rend compte depuis le fait qu'elle ait été votée jusqu'à maintenant, qu'on mette en place pourquoi pas des décrets, mais des décrets cette fois-ci qui redonnent du corps et de la substance à cette loi-là. Est-ce que ça se fera
Enfin, quand est-ce que ça se fera, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'on redonne à cette loi de la substance et qu'on pose des actes. Et je pense sincèrement bien, que les associations françaises peuvent faire des propositions. Je sais qu'on peut aller à des groupes de travail au sein des assemblées nationales et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux associations. Ça peut même être aussi par les personnes tout venantes si vous avez des compétences au niveau légal, dans le droit, en sciences humaines, en santé mentale. N'hésitez pas à proposer des choses qui vous semblent pertinentes. Pour cela, je pense qu'il faut qu'on puisse se mobiliser. Une personne, une association par-ci, ça peut être efficace, mais c'est très isolé. Même si le petit colibri amène ses gouttes d'eau pour éteindre l'incendie, on sera plus efficace ensemble pour éteindre cet incendie qui consume nos droits humains en fait, qui nous ont été enlevés lorsqu'il y a eu arrachement sur le continent africain. Donc je pense qu'il faut reconquérir le droit d'être à partir de qui on est et de faire reconnaître que ça aussi, ça doit rentrer dans la loi. Et il faut qu'on puisse faire reconnaître tous les sévices, toutes les choses qui n'ont pas été profitables pour nos ancêtres et dont on a hérité. Puisqu'on peut prouver cet héritage transgénérationnel de violence, pourquoi pas faire reconnaître que cet héritage transgénérationnel n'est pas un héritage favorable et qu'il faut réparer aussi.